collège américain de radiologie et de la société américaine de radiologie pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. Merci beaucoup, madame. C'est en 1923. J'ai fait mes premières notes au compte rendu sur la mécanique ondulatoire et ensuite j'ai repris ces travaux. On fait leurs immortelles découvertes, trouvant le polonium, le radium, et par là toute la suite. La société EDP Sciences a été créée le 21 juillet 1920 sous le nom de la Société du journal de physique et le radium. À cette époque, il y avait deux journaux qui préexistaient, qui s'appelaient le Journal de physique, qui avait été créé en 1872 par Charles d'Almeida, et le journal Le Radium de son côté a été créé en 1904 par Jean Danne, assisté de scientifiques connus à l'époque, dont Marie Curie par exemple. La Société française de physique a été créée en 1873. Le but de la Société française de physique, c'était de réunir tous les physiciens, et donc dès le début a eu besoin d'un outil pour communiquer avec ses adhérents. Donc c'était le journal de physique, la création de EDP Sciences, qui est l'aboutissement de tout un long processus, c'est quelque chose qui est génétiquement marqué, je veux dire, dans la Société française de physique, quoi. C'est son bébé. Les deux phases de création, c'est-à-dire la création du journal de physique en 1872 et la fusion des deux journaux en 1920, se sont déroulées juste après un conflit militaire. Et quand on lit le premier éditorial du journal de physique en 1872, on voit bien que la volonté des physiciens à cette époque était de recréer une nouvelle initiative qui permettra de refaire fonctionner l'apprentissage de la physique en France et assurer son développement à long terme. Et ça a été un peu les mêmes raisons en 1920 qui ont conduit tout un groupe de scientifiques et la Société française de physique à faire cette fusion. La société a été créée donc à la fois pour une bonne partie par la Société française de physique, mais aussi par plus de 100 personnalités de l'époque. Des gens comme Marie Curie, Paul Langevin, Louis Lumière, des industriels, c'est assez intéressant. On trouve aussi le prince Albert Ier de Monaco, on trouve les frères de Broglie. Donc ça a été vraiment un mouvement de la communauté scientifique pour créer ce nouveau journal dans lequel à la fois des travaux allaient être publiés, mais aussi le journal de physique et le radium servait à travers des comptes rendus de lecture à faire passer l'information de journaux publiés en anglais, en allemand ou en d'autres langues. Donc c'était vraiment une publication au service de la communauté francophone des scientifiques, avec une volonté déjà de parler aux collègues à l'international, puisque on trouve trace d'abonnements déjà dans le monde entier. EDP Sciences a été pionnier en électronique puisqu'on a eu notre premier site web en 1995, donc l'année où je suis arrivée à EDP Sciences, justement, ça correspondait. Et donc depuis lors, on a cessé d'améliorer tous les services en ligne, aussi bien pour les revues que maintenant pour les livres, parce qu'on les trouve aussi les livres en numérique. Je suis l'éditrice depuis plus de 30 ans de la collection Savoirs Actuels, qui est coéditée par maintenant EDP Sciences et le CNRS, et qui a démarré à l'époque où EDP Sciences s'appelait Éditions de physique. Cette collection, elle est destinée à produire des ouvrages de référence pour diffuser les connaissances de fond. Le public est plutôt les chercheurs débutants et des étudiants.
Mon idée, initialement, puis je n'ai pas tellement changé d'avis, est que c'est bien d'écrire dans sa langue, même à haut niveau, parce que on s'exprime plus élégalement, malgré tout, même si on parle bien anglais. Et puis, la deuxième raison est que on a le besoin d'écrire la science en français, sinon on va perdre les mots pour le dire. Néanmoins, il y a de plus en plus d'auteurs qui voudraient être publiés en anglais, ce que je comprends très bien. Et donc, je dois dire que tous ces livres sont maintenant, sans exception, une version anglaise. Pour les articles scientifiques, la version papier, c'est complètement dépassé. Hein. Donc de temps en temps, j'imprime des bouts d'articles pour travailler dessus, parce que c'est peut-être plus pratique de gribouiller, mais le futur des publications scientifiques, c'est quand même Internet. Et je dirais même que c'est même plutôt les archives ouvertes. Hein. J'avais une chance absolument unique qui est que j'ai créé le premier réseau européen de météorologie de l'espace, si bien que je connaissais tous les collègues. Et donc je les ai réunis et je leur ai dit je veux qu'on crée un journal. Et donc tous ont dit oui, effectivement c'est important. Donc ça venait de la communauté internationale scientifique. C'était pas moi qui voulais imposer quelque chose, tout le monde en avait envie. Donc nous avons beaucoup discuté et on a pensé très rapidement que le modèle économique le plus pertinent aujourd'hui, c'est que tout le monde ait accès à la science. Ça nous paraissait vraiment important. Tout le public doit pouvoir télécharger tous les articles scientifiques, les lire, les critiquer, faire tout ce qu'il veut gratuitement. Évidemment, il y a un coût pour un article, donc ça va être l'auteur qui va payer. Mais dans beaucoup de pays, les auteurs sont aidés par leurs instituts ou même par l'Union européenne pour financer ces publications. Et on a trouvé cet éditeur EDPS, qui était parmi les 4 en concurrence, qui a immédiatement joué le jeu. C'était important pour eux, ils ont compris que c'était l'avenir de la publication scientifique, et on a marché avec eux de façon très très amicale, immédiatement. Il y a au moins déjà plus de 15 ans qu'on parle de l'open access. Donc EDP Science s'est positionné très tôt en un acteur open access en voulant accompagner les comités scientifiques vers l'ouverture de la science. Et donc depuis toujours, on a cette volonté d'ouvrir notre contenu à un public le plus large possible. Et on travaille avec les communautés scientifiques pour aller dans cette direction avec comme volonté d'être à plus ou moins long terme une maison d'édition 100% open access. On souhaite aussi accompagner les auteurs vers la publication de leurs données, parce que c'est important de pouvoir faire de la reproduction des résultats de la recherche. Donc on les accompagne aussi pour qu'ils déposent leurs données dans les différentes bases de données, pour que les référés puissent aussi vérifier l'intégralité des résultats. So it's another way to look at the data, where they were published, in which journals, or the amount of archival data. So this is without archive data. This is actually a fraction that only uses archival data, and this is a mix of both. I'm a big fan of the FAIR principles in terms of make things findable, accessible, interoperable, and reusable. And I would like to see these principles being applied widely also in publishing. So this goes for scientists and access to their data, of course, but also for the publishers, because this would also vastly inspire trust in them. If the large ones perhaps have damaged that a little bit, I think it would be very good to have this transparency.
Dès le milieu des années 2000, nous avons libéralisé notre politique de copyright. Et là où les grands éditeurs interdisaient la reproduction sur le site des auteurs de leurs articles, la publication donc de la version éditeur ou de leurs institutions, nous l'avons autorisé très tôt. Alors, c'est pas non plus innocent. C'est-à-dire que ma conception de la chose, c'est de dire que dans tous les cas, plus un article bien présenté avec la référence précise pour sa citation, plus il peut être diffusé, atomisé, mis quelque part, etc., plus statistiquement, il a de chances d'être cité. Et notre jeu dans l'édition scientifique, c'est que les articles soient cités pour que la revue ait un bon facteur d'impact et attire ensuite des bons auteurs et que ça crée une spirale positive. Voilà. Donc ça rentrait tout à fait dans cette logique et je pense que ça a fonctionné puisque toutes ces années après, ça fonctionne encore et que notre image de marque est excellente. La recherche, elle se nourrit du fait que l'on puisse échanger les résultats de la recherche avec d'autres. Et des idées de recherche ou la critique des publications fait avancer la science. Donc, les pouvoirs publics en face sont conscients de cette nécessité de favoriser la diffusion la plus large possible des résultats de la recherche, mais ils n'ont pas toujours les moyens de leur ambition. Parce que pour lutter contre les éditeurs privés, il faudrait certainement beaucoup d'argent. In my view, a more collaborative effort would be highly desirable. I'm not saying that no money can be spent on publishing. Of course it is, and it has to, and it will. But I see publishers, librarians, scientists, funders as partners. So my idea would be to have a very open and transparent and partnership-like approach where we all have our defined roles, but without, let's say, the vast profits that are currently being made in some of the publishing areas where the scientists and other community members give a lot of effort, but the benefits go to somewhere else. Having a publisher who is responsive, fast, dependable, this is really crucial for the journal. And EDP Sciences turned out to be such a publisher. When we moved to them in 2000, that was, they put a large team of people at the disposal of the journal, and they also had excellent suggestions on how to improve the journal. For example, put a picture on the cover. This sounds small detail, but it has a huge effect in the community because people want their picture to be in the front of ANA. So they make better pictures, they send us their best stuff, and that's how it works. Vous retrouvez beaucoup de scientifiques de nos labos qui sont effectivement rédacteurs en chef et qui ont, je dirais, historiquement passé le relais à d'autres chercheurs, etc. parce que c'est par et pour les scientifiques et pour la science. Et je pense que sur ça, on partage les mêmes valeurs de pouvoir expérimenter. La revue J3EA à l'époque en était, puisque c'est une revue à accès gratuite, en 2004 en ligne. On ne parlait pas encore autant de tout ce qui était open science et ouverture des données. Pour autant, on avait déjà, et EDP Sciences a pris le risque, je dirais, sans notion de rentabilité, puisqu'il n'y avait pas du tout ça derrière, mais c'était aussi une vitrine de pouvoir montrer les outils et ce que pouvait apporter un éditeur à la communauté scientifique pour diffuser la science, diffuser les sciences et de façon partagée. Et je crois que c'est fondamental, cette ouverture et cet équilibre que l'on trouve entre un éditeur et notre mission de service public à l'université avec par et pour les scientifiques. Et tant que cet équilibre sera maintenu, je crois que ce sera une collaboration fructueuse et renforcée.
the background is well explained. Yeah. They show us a great need. I like that the knowledge that the abstract and title have really big impact and they are really important, and that's one of the most important things which we should pay attention, that to grab people to our articles, so probably that. First, I'd say in general it's just way too short and it's missing depth in every. For EDP Sciences, it's a new activity to teach the younger generation how to write papers correctly, because this is something that all publishers are confronted with, that they see an increase in the number of articles submitted, and we only have, with limited resources, the editors are limited, there's a lot less peer reviewers accepting to review papers, so we're trying to get the new generation to know how to submit a paper that is already in a good condition, so that a lot less work is needed after to revise the paper, and it gives them a better chance to have good publications faster and to further their career. I think it could be good for statistics to say how much conventional and these ecological farms. What I learned the most on this workshop was this peer review training. I found that being on the other side, you can look to some parts that help you to be better when you write your own papers. To also some parts that you don't pay attention if not doing this kind of review, and that's the thing that I pleased most. L'idée d'Emergent Scientist au départ, c'est de donner l'occasion à des étudiants avant la thèse, et surtout des étudiants qui ne feront pas de thèse, de voir, de mettre les mains, de sentir ce que ça veut dire que faire un article scientifique. Et donc on a créé ce journal avec exactement les mêmes contraintes, les mêmes règles que n'importe quel journal scientifique. C'est un journal qui est revu par les pairs, avec un comité éditorial international, un format imposé, 8 pages, des sections. Mais la seule différence avec un article plus classique de journal scientifique, c'est que dans Emergent Scientist, les résultats n'ont pas besoin d'être nouveaux. On a un intérêt aussi qui n'était pas complètement prévu pour nous, mais qui est venu très rapidement, du côté du fonctionnement éditorial du journal, puisque dans nos référies, on a toujours au moins un référé senior pour assurer la qualité du projet, mais on invite aussi à référer des doctorants, qui sont donc des très jeunes chercheurs, et qui apprennent avec Emergent Scientist les coulisses de la publication. Et donc eux-mêmes ont 1 ou 2 publications dans les pattes, et ils apprennent ce que ça veut dire que reviewer un papier. En 2015, nous avons organisé des réunions pour réfléchir à la stratégie de l'entreprise pour la décennie à venir. Et la seule zone qui m'a paru intéressante à explorer pour le développement, c'était la Chine. Tout le monde a été d'accord pour dire que c'était une solution qui paraissait assez naturelle, même si n'était pas évidente du tout, parce que partir en Chine comme ça, pour moi, c'était pas naturel. Mais malgré tout, on a su trouver 2 consultants qui nous ont ouvert des portes là-bas. Et on a commencé à prospecter à partir de mi-2016. Et ça a marché. On a rencontré des dizaines d'éditeurs, laboratoires, universités. Et notre histoire a plu, et en même temps, ça a rencontré la vision à long terme d'un éditeur chinois. Cet éditeur chinois a souhaité interroger les actionnaires pour savoir si nous pourrions être à vendre. 科学出版社是中国科学院最重要的出版社，也是我们国内最重要的科技出版社之一。作为中国最大的、最权威的综合性科技出版机构，那么我们科学出版社呢，与国内的科研工作者呢一直保持着紧密的联系。那么中国知名的学者，如老一代的科学家华罗庚啊、钱学森啊，
还有国内的诺贝尔奖获得者屠呦呦女士，他们的最重要的科研成果都是在科学出版社出版的。科学出版社呢，应该呢最早在国际化运作方面的一个出版社之一。今天呢，为进一步加快中国科技界、出版界与世界同行的交流，通过合作，把 EDP Science 纳到我们的一个重要组成部分之一。La Chine a une stratégie de développement scientifique et technique qui est très forte. Et donc pour eux, EDP Science, c'était d'abord une marque. C'est des gens de qualité. Le personnel qui est ici, c'est du personnel qui a un savoir-faire et qui sont connus dans les communautés scientifiques françaises, européennes, internationales. Et pour s'implanter en Europe, dans leur stratégie, EDP Science, c'était une acquisition qui leur permettait d'avoir cette perspective de développement. EDP Science 作为科学出版社的重要一员，我们也为他感到高兴，为他感到自豪。我们科学出版社将和 EDP Sciences 为促进全球科研创新和科技进步做出自己应有的一份努力。Entre le renforcement que va nous amener Science Presse, notre capacité à explorer différents modèles économiques, différents marchés, on est open sur l'avenir, il n'y a rien d'écrit et tout reste à faire.